Grâce à son architecture unique, Snowflake permet d'unifier les données venant de toutes sortes de sources dans une seule base de données et de les utiliser dans toutes sortes d'applications. Sur ce schéma, on ramène à gauche des données venant de systèmes ERP tels qu'SAP, des données web, des données venant d'utilisateurs mobiles, des données venant d'applications cloud. Elles sont toutes ramenées d'abord dans une zone de fichiers RAW où on garde les données dans leur format original, que ce soit CSV, JSON, XML ou autre. Ensuite, on importe les données dans Snowflake, dans une zone RAW où on va garder les fichiers tels quels. On les sépare par domaine d'utilisation. Dans ce cas-ci, pour SAP en particulier, l'ERP, où on garde toutes les données de finance, de supply chain, HR par exemple, et puis les données CAR, Customer Activity Repository. Il pourrait y avoir toutes sortes d'autres domaines en fonction des applications. Ces données RAW vont être transformées, on va préparer les données, on va renommer les données, on va faire des transformations, ensuite on va faire des agrégations et on va les préparer à être analysées en utilisant toutes sortes de fonctions et de procédures qui sont préparées à l'avance par les administrateurs. Une fois que ces données sont prêtes à être utilisées, elles vont passer dans une zone d'analyse, Analytics Area, où elles peuvent être requêtées directement par des outils de BI. Ensuite, on peut partager ces données directement sur Snowflake grâce au data sharing. Et donc, on peut avoir une zone qui est dédiée au partage de données où les données seront ouvertes à d'autres comptes Snowflake. Enfin, on peut choisir d'extraire les données et de les faire sortir dans une zone outbound area. On va montrer un exemple concret de ce workflow avec des données SAP. Dans ce cas-ci, je vais avoir qu'une seule source de laquelle je vais extraire quelques fichiers. Nous allons importer ces fichiers dans une zone RAW ERP Finance. En utilisant DBT, nous allons automatiser les transformations dans 3 niveaux, Staging, Semantic et Transform, afin de créer un data mart qui peut être consommé directement par des outils de BI. Tout d'abord, dans l'interface Snowsight, je vais créer une nouvelle database SAP. Ensuite, j'utilise le rôle sysadmin pour créer une warehouse, une entité de calcul, SAP DBT Warehouse. Ensuite, j'utilise le rôle security admin pour créer les autres rôles qui vont être utilisés pour les analyses. Dans ce cas-ci, je crée un rôle qui s'appelle SAP DBT Role et je donne ce rôle à l'utilisateur Sandbox. Ensuite, je donne le rôle SAP DBT Role à sysadmin et je donne tous les privilèges nécessaires à l'utilisation de la base de données SAP au rôle SAP DBT Role. Ensuite, j'utilise ce rôle SAP DBT Role. Voilà. J'utilise la base de données SAP. Nous allons maintenant vérifier qu'elle est vide. SAP à gauche ici contient un schéma public qui ne contient rien du tout, aucune table, aucune vue. On va créer un nouveau schéma, SAP RAW, et on va utiliser ce schéma SAP RAW dans lequel on va créer un format parquet, car nous allons importer des fichiers en parquet. Nous allons créer un stage, c'est là qu'on va accéder à la zone sur AWS S3 de préparation des fichiers. Nous allons voir ici les fichiers préparés. Il y a 4 fichiers, Customer, FIAR, LIS12, VCITM et ZT-Currency. Ensuite, nous allons créer des tables pour pouvoir accueillir les données de ces fichiers. On utilise ici la fonction InferSchema. Donc, en fait, cette fonction InferSchema qui va aller lire les fichiers parquet et créer un schéma à partir de ce fichier, et puis on récupère cet objet et on l'utilise comme template pour créer une nouvelle table qui, en ce cas-ci, s'appelle Zero Customer ATTR. On fait la même chose pour FIR, puis on fait la même chose pour Currency et pour la dernière table. Et comme ça, nous allons créer les 4 tables qui seront nécessaires pour accueillir les données. Le schéma étant inféré automatiquement des fichiers parquet. Ensuite, nous allons insérer les données dans Snowflake. Ici, je vais faire 4 fois copy into
afin d'insérer les données de mes 4 fichiers dans les tables correspondantes. Voilà, le premier fichier a loadé 20 000 lignes. Le deuxième fichier a loadé 50 000 lignes. Le troisième a loadé 26 000 lignes. Et nous lançons le dernier. Je vais mettre à jour la base de données. Maintenant, on voit le schéma row à gauche ici, qui contient 4 tables. Et on peut aller voir les données dans ces tables. Ici, on va faire une preview des tables. Voici les données qui viennent de mon système SAP, qui ont été extraites en tant que fichier Parquet, et puis importées dans Snowflake avec quelques commandes, comme je l'ai montré. Ensuite, nous allons faire toutes les préparations nécessaires sur ces données afin de pouvoir les consommer avec dbt. En effet, les données, comme vous pouvez le voir maintenant, elles contiennent le nom tel quel qui vient de la base de données SAP, le nom des fichiers aussi et des tables est tel quel depuis SAP. Nous gardons ces données sans aucune transformation. J'utilise ici dbt à partir de Visual Studio, où j'ai un folder qui s'appelle dbt, qui contient ici mon folder SAP dbt demo. Dans ce folder, j'ai tous ces folders-ci qui sont contenus. Nous allons principalement utiliser le dbt project.yaml ainsi que les modèles et les macros. Donc les modèles, c'est là qu'on définit les transformations dans dbt, et les macros sont des fonctions qui sont facilement réutilisables dans nos modèles. Enfin, tout est orchestré par ce fichier dbt-project.yaml qui est ouvert ici. Ici, notre projet s'appelle SAP dbt-lan, c'est la version 1. Vous voyez qu'on a 2 variables, la base de données source SAP et le schéma source SAP raw, c'est celui que nous avons créé juste avant. Ensuite, on définit les paths qui vont être utilisés pendant notre transformation, les modèles, l'analyse, les tests ici, les macros, les snapshots. Je vous ai montré les modèles et les macros. Et la target des préparations de dbt va être dans un folder qui s'appelle target. Ici, qui va garder notre code compilé. C'est ça qui va permettre de créer les tables en SQL. Enfin, dans dbt, on définit les sources et on définit les modèles afin de créer les targets. Les sources sont ici les tables que je viens de créer. La table 0 Customer ATTR, la table 0 FI AR4 et ZT Currency ATTR. Comment est-ce qu'on les définit? On les définit dans des fichiers. Donc, si je vais voir par exemple la définition dans mes sources, dans mes modèles, L00 source, c'est écrit ici, me permet d'aller voir mes sources. Il y a un seul fichier qui s'appelle sap.yaml qui va contenir une ligne qui s'appelle SAP sample et puis des définitions pour chaque source. Ouvrons ce fichier. On voit ici que nous avons la ligne SAP sample, la base de données, le schéma que j'ai défini comme variable. Et puis ensuite, pour les tables, nous allons avoir un nom pour chaque table et toutes ces colonnes. Donc la table 0 Customer ATTR, elle a chaque colonne qui est définie. Et pour certaines colonnes, on a des descriptions. Donc ça permet de documenter très clairement toutes nos sources avec des descriptions, et ce pour potentiellement des milliers de lignes. Dans ce cas-ci, j'ai en fait 2570 lignes pour toutes mes sources. Ensuite, une fois qu'on a défini toutes ces sources, on va définir des modèles qui viennent accéder à ces sources pour les transformer et les préparer. Dans ce cas-ci, SAP dbt-lab, c'est le nom du projet, on a plusieurs niveaux de transformation. On commence par le L10 Staging, L11 FX, L13 SEMGen, L15 Semantic, L20 Transform et L30 Mart. Tous ces niveaux ne sont pas actifs. Certains le sont, certains ne le sont pas. On commence par le niveau L10 Staging. Nous voyons que d'abord, le schéma va s'appeler L10 Staging et la matérialisation va être avec des vues. C'est-à-dire qu'on va créer des vues à ce niveau et pas des tables. Dans les vues qui sont actives dans ce cas-ci sont ODS 0FI AR4, ODS ZTCure ATTR et ODS 0 Customer ATTR. Ce sont les 3 seules qui sont actives.
Donc si on va dans le fichier staging, j'ai beaucoup de transformations qui sont définies dans mon fichier staging, mais seulement 3 vont être activées. Les autres vont être ignorés pour ce job. Donc si on regarde ODS 0FI AR4, ODS 0FI AR4, on voit que ce qu'on fait ici, c'est qu'on va faire un select, on ajoute le nom de la data source, qui est SAP OFI AR4, et puis on va chercher toutes les colonnes TVT utilise stars de SAP sample 0FI AR4. Donc on va simplement rechercher toutes les colonnes et on rajoute le nom de la source dans le staging. C'est ce qu'on va faire pour toutes les tables qui sont ici définies dans ce staging. Ensuite, le niveau L11FX, on voit qu'il n'est pas actif. De même pour le niveau L13 SEMGen, on voit qu'il n'est pas actif. Le prochain niveau qui est actif, il va aussi être matérialisé en tant que view, c'est L15 sémantique. Et là, on a EN0FI AR4, EN-ZT-Cure ATTR, EN0Customer ATTR, Currency 0FI AR4. Toutes ces tables vont être matérialisées en tant que views, donc elles ne sont pas matérialisées en tant que tables. Alors, allons voir la sémantique. Ici, on voit Currency 0FI AR4, par exemple, qui est défini comme actif. Et on voit que c'est là qu'on va faire des transformations. On va créer des CTE, plusieurs CTE, et on fait toutes les transformations nécessaires à rendre les données qu'on veut utiliser. Si on va voir par exemple EN0FI AR4 ici, on voit qu'on va utiliser une fonction, une macro, SAP Translate Columns, sur la référence de ODS 0FI AR4, et on va faire toutes ces transformations qui sont notées ici en commentaire. Comment est-ce que cette macro fonctionne? Elle est définie dans le dossier macro. Donc si je retourne dans le dossier macro, on voit qu'on va avoir ici saptools.sql qui va définir la fonction SAP Translate Calls. Si je vais dans SAP Tools, on définit la macro SAP Translate Calls. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette macro SAP Translate Calls? On a une seule fonction qui nous permet de traduire tous nos noms de colonnes dans toutes les tables SAP vers une traduction beaucoup plus facile à comprendre pour un utilisateur. Donc on fait un mapping. On va voir ici SAP lookuptable.sql, on va chercher les colonnes et on va faire un mapping. Qu'est-ce qu'il y a dans SAP lookuptable.sql? Ici, en fait, il y a une très longue liste avec tous les noms de colonnes et leur mapping. Ici, on a des milliers de lignes qui contiennent des noms de colonnes qui sont utilisés dans un système SAP et le mapping. Donc après, faire le mapping de chaque vue pendant le modeling devient très simple. On a ici une seule source avec tous nos noms de colonnes. Dans ce cas-ci, j'en ai 638 qui peut être réutilisée pour traduire toutes nos vues et toutes nos tables. Voilà, je retourne dans notre modèle. C'est ça qu'on fait dans le sémantique. Ici, on transforme les noms des colonnes dans des noms beaucoup plus faciles à comprendre et on prépare certaines vues comme les vues de currency. Ensuite, dans la transformation, on va faire encore d'autres transformations en tant que vue. Ici, on a la transformation Account Receivable qui est seule activée. Donc, on va aller voir Account Receivable. Dans L20, Account Receivable est la seule activée. Qu'est-ce qu'on fait dans L20? On va définir plusieurs CTE, comme une fois, et on va aller chercher certaines colonnes. On va renommer certaines colonnes. Et on va faire quelques préparations ici, par exemple des cases. On va avoir un case pour le taux de change. Et on fait quelques calculations et à la fin, on fait 3 jointures pour FI, CA et FX. Voilà pour le niveau transform. Finalement, le niveau MART, qu'est-ce que c'est? On va prendre le résultat du niveau transform et on va le matérialiser. Jusqu'ici, on a fait tout avec des vues sur des vues. Et ici, afin d'avoir de bonnes performances lors de l'accès par les outils VI, on va matérialiser le résultat en table. Donc ici, on a Account Receivable MART qui est activé. Allons voir ici L30, Account Receivable MART. On va prendre toutes ces colonnes qui viennent de Account Receivable qu'on vient de définir ici. Et on rajoute une colonne pour les DLCs Outstanding. La différence entre la date de posting et la date de clearing.
qu'on va calculer ici. Et on matérialise celle-ci en tant que table. Voilà toutes les transformations qu'on définit dans DBT. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise DBT? Eh bien, dans ce fichier, on va faire un dbt run et ça va lancer la création de ces tables dans Snowflake. 3 analyses, 492 macros. Et ici, en quelques secondes, on est en train de créer tous les modèles dans Snowflake. C'est fini. Maintenant, les tables ont été créées dans Snowflake. On peut aller les vérifier directement dans l'interface. Là, je vais dans Data ici, chercher SAP. Et nous avons maintenant Raw, mais aussi L10 Staging, L15 Sémantique, L20 Transform, L30 Mart. Et on peut voir l'activité qui a créé tous ces schémas et toutes ces tables. Et nous voyons les requêtes qui ont été lancées par Sandbox, ici pour créer ou remplacer les vues, L10, L15, L20, et la table, ici L30 Mart, account receivable Mart. DBT a automatisé et lancé toutes ces requêtes sur Snowflake qui a transformé les données et préparé les données en tant que table. Maintenant, je retourne dans ma worksheet. Nous avons tout préparé avec DBT. La prochaine étape, c'est d'utiliser la Search Optimization avec une simple commande altertable SAP L30 Mart, account receivable Mart. J'ajoute la Search Optimization, ça va venir lire ma table et créer un index automatiquement sur ma table afin d'avoir un accès pour des requêtes très sélectives qui est beaucoup plus rapide. Donc des requêtes, quand je vais chercher une ou deux lignes parmi des dizaines de milliers de lignes, seront beaucoup plus efficaces. On peut voir si la Search Optimization est définie sur une table en utilisant la commande Show Tables. Donc ici, je vais voir la table Account Receivable Mart, donc le schéma SAP L30 Mart. On voit la taille de la table, donc elle a 57 000 lignes. On voit qu'elle n'a pas de clustering ni de change tracking, mais que Search Optimization est allumée. C'est déjà fini, 100%, et on voit la taille de l'index. Maintenant, si on va faire une recherche dans ce top 10 ici des documents avec le document number qui est défini ici, on voit qu'on a le company code, le nom du client, le pays où cette transaction s'est effectuée, et on a le document number. Donc ici, on sait que ce document réfère à plusieurs transactions dans plusieurs pays avec plusieurs clients qui partagent le même nombre de documents. Ils ont chacun une date. Donc le même numéro de document a été utilisé à plusieurs dates dans notre système et réfère à plusieurs transactions. On a ici le montant débit ou crédit de la transaction, le montant dans la monnaie locale, et ici le DSO, Days Sales Outstanding, représente le nombre de jours entre la date de posting et la date où ce document a été cleared. Donc la différence entre posting date et clearing date. Dans cette requête ici, on va chercher les montants à recevoir par client, très simplement en SQL. Select customer name, sum debit amount document currency minus credit amount document currency as account receivable. Donc ici, pour chaque client, on va chercher la somme des montants de débit à ce compte moins les montants crédités à ce compte en tant que account receivable, ce que les clients doivent encore nous payer. Cette opération, elle est extrêmement facile à définir dans Snowflake et elle peut être facilement répliquée aussi dans un outil BI. De même ici pour les Days Sales Outstanding. Je lance la requête. Days Sales Outstanding étant calculé avec le nombre de jours entre le moment où une facture a été postée et le moment où cette facture a été acquittée. Ici, on voit que pour chaque company code, chaque document, on a une posting date et une clearing date, donc le moment où ça a été acquitté. Et on peut voir le statut. Celles qui n'ont pas encore été acquittées sont encore ouvertes. Et celles qui ont déjà été acquittées, on a le nombre de jours de différence, donc on sait combien de temps il a fallu avant d'être payé. Voilà, on peut faire ça pour tous les documents.
Le SQL nous donne une flexibilité énorme et on peut définir toutes les requêtes exactement comme on veut les voir pour accéder à la donnée de la façon dont on veut y accéder. Mais en réalité, la plupart des utilisateurs vont utiliser un outil de type BI. Maintenant, nous allons voir un rapport créé avec Tableau. Et en quelques secondes, les requêtes s'exécutent et mon dashboard s'affiche. Ici, j'ai déjà créé un dashboard à l'avance avec mes daily sales outstanding sur tous mes documents, le total que je dois encore recevoir de mes clients, le total des crédits et le total des délais. Donc ce qui me reste encore à être acquitté ici. Et on peut voir pour les factures qui ont déjà été acquittées, les daily sales outstanding. Donc en moyenne, combien de jours il a fallu avant que je sois acquitté. Et on peut zoomer sur chaque pays. Ici, par cette carte qui me donne le même nombre de daily sales outstanding, on voit que l'Allemagne aussi, en général, les clients allemands mettent beaucoup plus longtemps à payer que dans les autres pays. Et on peut avoir ici des bins. De 0 à 30 jours, on voit que je suis payé de 53% de mes factures, alors que 32% mettent plus de 180 jours et 6% mettent entre 60 et 90 jours. Enfin, pour chaque client, on peut voir avec les interactions que j'ai eues avec chaque client, combien de jours j'ai mis à être payé. Donc, combien de jours entre la posting date et la clearing date pour chaque document, pour chaque client. Ce niveau de granularité nous est offert par Snowflake. Et donc, c'est là aussi que la search optimization vient en place. Si je décide de faire des requêtes très granulaires où je vais chercher des informations sur un document pour un client, j'ai des résultats qui arrivent en moins d'une seconde grâce au moteur de Snowflake qui est derrière. Et donc là, par exemple, on voit que 84 jours de DSO, pour ce client, la compagnie 8628. Ici, on a accès au document compagnie 8628, où ça a été posté en 1996 et ça a été acquitté en mai, le 30 mai 1986, 84 jours après la date de posting. Et on peut faire ça pour tous les documents qui sont ici présents pour chaque client. Même chose pour les factures qui sont encore impayées. Ici, je fais une représentation de toutes mes factures, j'en ai depuis l'an 2000 qui sont restées impayées jusque récemment. Et je représente ici le montant avec la taille de la barre de chaque facture par date. Donc on voit ici par exemple une grosse facture de 2 194 000 de la compagnie 4030 qui est impayée depuis 2013. Et on peut voir tous mes impayés, comme ça, représentés sur une seule ligne du temps dans ce cas-ci. La puissance de Snowflake est vraiment dans la flexibilité que ça offre d'accéder à tout l'historique de toutes mes interactions avec les clients et aussi de venir mélanger ces données potentiellement avec d'autres données. Dans ce cas-ci, je n'utilise que des données qui viennent de mon système de finance SAP, mais je pourrais tout à fait mixer ça avec d'autres sources ou mixer plusieurs systèmes internes.